Donc, on est à votre disposition et à votre écoute. Alors, Monsieur Rivalin est le premier à avoir mis un pouce, allez-y. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'objectif de proposer des nouvelles formations. Dans quel domaine exactement vous voudriez en proposer? Sylvie, tu veux peut-être répondre sur les nouvelles formations? Il y a plusieurs types de formations. Mustapha l'a d'ailleurs évoqué dans son intervention sur la recherche, à la fois des formations qui peuvent être très ciblées, qui constituent à faire du transfert de la recherche-formation. Nous avons aussi des projets de développement de formation transversale et avec des partenaires de la région, hein, des opérateurs de formation qui sont présents en région et qui délivrent notamment des diplômes d'ingénieurs. Il est tout à fait inadmissible qu'on ne puisse proposer, qu'on ne puisse pas proposer au sein de notre université des formations ingénieurs à des étudiants qui souhaiteraient acquérir ce type de diplôme. Donc, depuis 5 ans, la situation n'a absolument pas évolué alors que des projets avaient été déposés en ce sens. Des formations donc issues de la pluridisciplinarité et de la transversalité que nous souhaitons vraiment développer. Nous sommes tous dans l'équipe, nous avons tous à un moment touché du doigt cette nécessité de proposer voilà, de nouvelles formations à destination de différents publics. Et est-ce que de ce point de vue-là, vous regrettez… d'intervenir, des sujets autour du développement durable se prêteraient tout à fait bien en fait à ce type de formation interdisciplinaire. Et Monsieur Rivalin. De ce point de vue-là, vous regrettez que l'UPJV n'ait pas réussi à faire la passerelle, le lien avec l'ESIE, et que ce soit Unilassal qui l'ait réussi? Ça, tout à fait, d'autant que je faisais partie de l'équipe avec des collègues de sciences, du pôle santé de l'ESIE qui avaient proposé une nouvelle spécialité de formation pour laquelle la CTI avait donné son accord. Et donc, tous les indicateurs étaient au vert. Hein. Nous étions passés au CA, à la CFPU. Et puis, le projet a été bloqué quand notre président a pris la tête de l'université. Alors moi, juste pour finir… Pour qu'on soit bien précis, donc vous dites c'est l'équipe actuelle qui n'a pas été au bout, n'a pas permis de faire une liaison entre l'UPJV et l'ESIE. Je suis extrêmement précise, vous avez dit? Oui. Alors oui, Monsieur Rivalin. Bien le dossier. Ouais. Monsieur Rivalin, oui, c'est vrai que l'équipe de Michel Brasier avait absolument voulu le lien avec l'ESIE, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avions proposé que ce soit Jérôme Fortin, qui était un enseignant-chercheur de notre université, que ça soit lui qui reprenne la direction de l'ESIE, parce que l'idée c'était que quelqu'un d'entre nous, de notre université, puisse à la fois apporter de l'aide à cette structure qui était en difficulté à l'époque et que quand même Jérôme Fortin a réussi à très nettement redresser, mais aussi le but du jeu à ce moment-là, c'était de faire un rapprochement avec l'ESIE et à terme essayer éventuellement de faire une collaboration très forte, voire une intégration de l'ESIE au sein de l'UPJV. Hein. C'était vraiment le but qui avait été clairement affiché de cette équipe, de l'équipe précédente. Hein. Donc voilà, alors ça n'a pas pu être fait pour un certain nombre de raisons qui ont été évoquées en particulier par Sylvie. Vous savez comme moi que plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont voulu reprendre la main sur l'ESIE, comme l'UTC et finalement comme Unilassal, mais il y a eu beaucoup d'autres propositions. Et surtout, il faut savoir qu'il y a eu un appel qui a été fait, un appel officiel, public, qui a été fait par l'ESIE pour la reprise de l'école. Et l'UPJV ne s'est pas porté candidat, très clairement, à cet appel. Donc ça, c'est un élément factuel, je dirais, qui est en rien une critique. Hein, c'est vraiment un élément factuel qu'on peut tous vérifier. Voilà, sur ce point. D'autres questions?
J'ai envie de mettre un petit coup de pouce encore. Allez-y, monsieur Rivalin, vous êtes spécialiste des coups de pouce, on le sait maintenant. Donc, vous parlez de redressement financier de l'UPJV. La crise du Covid a quand même sérieusement plombé les finances de l'université. Est-ce qu'il n'y a Non. pas aussi une part de, j'allais dire, de contexte Alors, sanitaire qui a voilà, alors, handicapé la situation financière de l'université? alors, c'est une très bonne question et la réponse est pas du tout. Les chiffres qu'on vous a montrés, qui sont sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Encore une fois, ce n'est pas des chiffres que nous avons utilisés ou trafiqués. Ces chiffres-là sont la projection avant la crise sanitaire du Covid. Donc, c'est des crises, c'est vraiment les chiffres avant cette crise sanitaire. Quant à l'effet de la crise sanitaire, on peut penser qu'il y a eu des dépenses supplémentaires qui ont été faites par l'université, qui sont de plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être 600 000 euros à peu près. Je parle sous le contrôle, ça a été présenté au dernier conseil d'administration. Mais il y a eu aussi des éléments dans l'autre sens, c'est-à-dire des économies qui ont été faites, des économies sur le chauffage, sur l'électricité, des économies sur des missions qui n'ont pas pu être faites par les différents enseignants-chercheurs. Et quand on regarde attentivement le budget qui a été présenté au dernier conseil d'administration, on s'aperçoit que l'effet Covid est quasiment nul. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui sur le dos de la crise sanitaire le déficit qui existait déjà avant la crise sanitaire. Et au contraire, on peut même dire que cette crise sanitaire, finalement, n'a eu qu'un effet neutre, probablement un effet neutre sur… Alors, évidemment, ça va nécessiter une analyse plus fine parce qu'il y a plein d'éléments qui sont à prendre en compte. Mais il faut bien comprendre qu'avant cette crise sanitaire, la situation financière était déjà détériorée. Et d'ailleurs, si vous avez bien vu ce que vous a présenté Émeric, ce n'est pas une dégradation qui s'est produite tout d'un coup en 2020. C'est une dégradation progressive des finances qui ont eu lieu sur les 4 dernières années quand on compare à 2015. D'accord. Alors, est-ce que ce n'est pas aussi lié à un manque de recettes lié au budget alloué par l'État à l'université? Alors, c'est un élément qu'on doit prendre en compte. Il est sûr que notre université aurait besoin de beaucoup plus de financement de la part du ministère et de l'État. Ça, c'est incontestable. Il faut qu'on lutte. Mais il faut bien comprendre que l'État et le ministère a abondé le budget de l'université et a augmenté d'environ 1 million ou un petit peu plus d'1 million d'euros chaque année notre université. Cette année, en 2020, l'UPJV a reçu presque 1 million, donc 900 000 euros de la part de l'État. Donc ça veut dire, alors même que l'effet Covid est un effet, je vous l'ai dit, neutre. Donc ça veut dire que l'État a augmenté, on va dire pratiquement pendant les 10 dernières années, d'environ 1 million d'euros le budget qu'ils attribuaient à l'UPJV. Donc on ne peut pas dire qu'on a été complètement laissé tomber, même si nous pensons tous, et je suis parmi ceux qui pensent ça, on a été lésés dès le départ dans le système sympa. Lorsqu'on est passé à la LRU, on a été très fortement lésés, puisque si on fait le calcul, grosso modo, on n'a que 5 000 euros par étudiant, ce qui est très très inférieur à la plupart des autres universités. Oui, on est lésés, oui, il faut qu'on continue à lutter vis-à-vis du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'État pour pouvoir avoir des financements supérieurs parce que nos financements sont très largement inférieurs à ceux dont on a besoin. La preuve en est le fait que beaucoup d'enseignants qui sont dans des UFR tendus en termes d'étudiants sont obligés de faire de très nombreuses heures complémentaires. Et ce n'est pas parce qu'ils ont envie de le faire, c'est simplement parce qu'il y a une nécessité pour la formation. Donc oui, on a un problème, on a besoin de beaucoup plus de ressources humaines, de financement de l'État, c'est incontestable, mais il faut être honnête aussi, l'État nous a quand même aidés, même si ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, mais l'État nous a aidés. En tout cas, ces dernières années, excusez-moi, on a aussi vu à l'UPJV une augmentation des effectifs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet de ciseau aussi, là, quelque part, qui n'est pas le fait de l'université, c'est juste la démographie, quoi.
Alors, moi, je ne pense pas du tout qu'il y a eu un effet de ciseau, puisque les effectifs qui ont été augmentés l'ont été avec un financement le plus souvent du ministère. Donc, pour moi, il n'y a pas eu d'effet ciseau. Il y a eu une augmentation, à mon avis, déraisonnable et non contrôlée des ressources humaines. À mon sens, surtout, et là, Aymeric Laniguiot et Pascal Frachet ont beaucoup insisté dessus, en regard, il n'y a pas eu d'augmentation des ressources propres, parce que c'est ça l'élément fondamental de notre université. On peut attendre que l'État universel, avec toute sa bonté, nous donne tout l'argent dont on va avoir besoin. Peut-être qu'on aura cette possibilité, puisque maintenant on va se mettre en dialogue de gestion avec le ministère. Ça, on peut attendre peut-être avoir plus de financement si on présente des projets de qualité, mais si on veut se sortir de cette crise financière, il faut absolument augmenter les ressources propres, et c'est ça l'élément. Or, les ressources propres ont stagné. Hein. Alors, elles ont stagné depuis longtemps. On ne va pas dire que c'est uniquement peut-être l'équipe actuelle. Je pense qu'on n'a pas suffisamment avancé, pas suffisamment réfléchi sur l'apport que pouvait avoir la formation continue, l'alternance et tous les fonds propres que l'on peut obtenir. Et ces fonds propres, c'est la seule façon pour nous de pouvoir augmenter notre financement sans augmenter le ratio du financement de la masse salariale sur les produits encaissables. Si on augmente les produits encaissables, on va immanquablement diminuer le pourcentage de 85% de masse salariale par rapport aux produits encaissables. Si on se compare avec une université qui est très proche de la nôtre, qui est l'université d'Angers en termes d'indicateurs, alors pareil, donc on vous invite aussi à regarder sur les sites du ministère. Vous verrez que en 2015, très bonne comparaison, c'est ma ville de naissance. Écoutez, c'est pas fait exprès. En 2015, on avait des indicateurs qui étaient nettement plus positifs que les leurs. Aujourd'hui, eux donc, ont un bilan positif et mieux que ça, par exemple, sur ces 3 dernières années, vous avez un indicateur ressources propres dans les fiches de résultats où nous, nos ressources propres baissaient de 11%, les leurs augmentaient de 11% sur les 3 dernières années. Et ils ont notamment, eux, choisi cet axe de développement de la formation continue et de l'apprentissage. Et ça a eu un impact significatif sur leurs indicateurs et leur bilan. Et ils sont toujours cette année avec un résultat net positif. Et d'ailleurs, pardon, leur ratio dépenses personnelles sur produits encaissables, lui, s'est amélioré là où le nôtre s'aggravait. D'accord. Donc leurs indicateurs, eux, sont à la hausse et les nôtres sont à la baisse. Oui. Par exemple, pour être précis, dépenses personnelles sur produits encaissables, en 2015, on était à 82,9, on passe à 85,3. Eux, ils étaient à 81,9 et ils passent à 80,5. Là où nos fonds de roulement, on était à 64, donc avec un très gros effet levier, on passe à 35 jours de fonds de roulement en jours de charge décaissable. Eux passent de 35 à 37,8. Voilà. Tous ces indicateurs, bien sûr, se sont directement tirés du lien et du site du ministère. D'autres questions, d'autres remarques, d'autres commentaires? Oui, allez-y, monsieur Rivalin, continuez. Je ne veux pas truster. Hein, non, mais de toute façon, si quelqu'un d'autre demande la parole, on lui donnera. Hélène est attentive à ça, je crois. Je voudrais qu'on parle du quotidien aujourd'hui pour les étudiants. Voilà, encore une fois, la crise sanitaire fait que rend la situation complexe dans toutes les universités. Comment éviter finalement de créer un cluster à l'université? Voilà, comment est-ce que vous jugez la situation actuelle, sa gestion, les solutions proposées et qu'est-ce que vous pourrez en dire? Qu'est-ce que vous feriez, vous, aujourd'hui, dans une situation pareille? Alors, de l'avis même… Parle, hein, les cours en présentiel, distanciel, Oui, etc. j'ai compris. Voilà, les mesures sanitaires. Enfin, voilà. J'ai compris. Écoutez, de l'avis même de l'ensemble des étudiants et des enseignants, et vous avez pu évidemment lire les différents articles dans la presse, hein, c'est pas moi qui le dis, il y a une vraie difficulté. Hein, c'est les étudiants et les enseignants sont très mal à l'aise vis-à-vis des procédures qui ont été proposées, de l'incertitude, du peu de préparation vis-à-vis
de la rentrée qui a été faite quand on compare la préparation qui a pu être faite dans d'autres universités. Bref, il y a vraiment un malaise au sein des enseignants et des étudiants sur ce problème de la crise sanitaire. Soyez Alors, précis, s'il vous plaît. Dites-moi concrètement, concrètement, c'est quoi les raisons de ce malaise? Voilà. bien sûr, il y a eu premièrement, pas suffisamment d'informations sur la façon dont l'enseignement devait reprendre. Deuxièmement, il n'y a pas eu de moyens suffisants qui ont été mis rapidement à la disposition des enseignants pour pouvoir faire un enseignement de qualité, pour mélanger le présentiel et le distanciel, puisque c'était la proposition qui avait été faite à la fois par le ministère et à la fois Quand vous dites par… pas assez de moyens, c'est des moyens Par exemple, les caméras sont arrivées très très tard dans les amphithéâtres avec des problèmes techniques. L'autre élément pratique qui, à mon avis, était complètement délirant, ça a été le 50-50, c'est-à-dire les amphithéâtres enfin les salles qui faisaient plus de 50 sièges devaient être remplis à moitié, alors que ceux qui faisaient moins de 50 sièges pouvaient être remplis entièrement. Alors, ça n'a aucun sens. Enfin, moi, en tout cas, en tant que responsable du service de réanimation et de personne qui a participé pleinement à l'organisation interne quand il y a eu cette crise, je trouve ça complètement délirant. Il y avait des salles qui étaient remplies de 50 participants, de 50 étudiants, les uns contre les autres. C'est absolument incompréhensible. Donc ça, je crois que là, voilà quelques exemples qui font que je pense que cette crise sanitaire… Alors, sur le plan des BIATS aussi, je pense qu'il n'y a pas eu le développement actuel suffisant du télétravail. Alors, le télétravail, ça ne doit pas être fait n'importe comment, il doit être organisé, mais il doit être permis. C'est-à-dire qu'il faut laisser à chaque service la possibilité de faire du télétravail, que ça soit institutionnel, voilà, dans la mesure du possible. Si du personnel administratif préfère faire du travail à distance, il le fait. S'il préfère venir sur place, qu'il le fasse dans des bonnes conditions, des conditions sanitaires correctes. Voilà. Et ça peut être fait. Il va regarder à l'hôpital, on est tous là, quoi, je veux dire, et pourtant on ne s'est pas infecté. On fait très attention les uns avec les autres. Donc, je pense qu'on peut faire la même chose dans d'autres structures et en particulier à l'université. Mais je pense qu'il faut développer cette histoire de télétravail. Le télétravail, c'est aussi une façon d'améliorer les conditions de travail de chacun des personnels administratifs. C'était dans notre programme avant d'ailleurs la crise sanitaire. On l'avait mis très clairement dans le programme. Alors, il ne faut pas en abuser non plus, mais je pense qu'il faut laisser la possibilité de le faire. Et en plus, moi qui l'ai exploité dans le positionnement hospitalier que j'avais, je peux vous dire que ça s'accompagne aussi de l'amélioration non seulement du bien-être et de la qualité de vie des personnes qui font ce télétravail, mais en plus, ça améliore la rentabilité. C'est-à-dire que les gens chez eux travaillent plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur assigne une tâche, on leur assigne plus un nombre d'heures à réaliser, on leur dit voilà, on est dans la confiance, on a des objectifs communs, vous devez réaliser ces objectifs, hein, on les a fixés ensemble, vous y avez participé, maintenant c'est à vous de les réaliser. Et donc vous les réalisez avec le temps qu'il vous convient. Si vous êtes chez vous et que vous pouvez le réaliser en 5 heures ou en 6 heures, ben tant mieux, moi le travail est fait, c'est le plus important pour notre université. Pour les étudiants, il aurait fallu faire plus de distanciel. Alors, c'était quoi la solution? Non, je pense pas. Je pense que premièrement, il aurait fallu essayer de trouver le plus possible à l'extérieur de l'université des structures pouvant accueillir. Bon, je parlais du quai de l'innovation tout à l'heure. Il y a des structures qui sont municipales, D'autres locaux, en fait. d'autres locaux. Voilà, il y a plein de locaux qui sont disponibles dans notre ville qu'on aurait pu négocier avec les personnes qui s'occupent de ces locaux pour pouvoir y mettre les étudiants. Donc moi, je pense que il faut essayer de faire le plus de présentiel possible, mais dans des conditions sanitaires correctes, c'est-à-dire avec les conditions que vous connaissez, c'est-à-dire un espacement physique suffisant, avec des gels pour se laver les mains, enfin pour faire une hygiène des mains, enfin tous les éléments que vous connaissez, le masque évidemment. Bon, et en faisant ça, moi je pense que le risque il est nul. Si tous les étudiants portent un masque, si tous les étudiants font une hygiène des mains, il n'y a pas de risque. Alors le risque, il est où? Il est à l'extérieur de l'université, vous le savez bien. C'est les étudiants, ils vivent, on ne peut pas les empêcher de vivre
vivre, hein. Ils vont sortir, ils vont aller à Saint-Leu, ils vont aller ailleurs. Mais moi, je n'y vois pas d'inconvénient parce que il faut mettre de l'information. C'est ça qui a manqué aussi. C'est une information vis-à-vis des étudiants dans chaque amphi, plusieurs fois par semaine, en leur expliquant quels sont les risques de cette infection à coronavirus. C'est ça qui n'a pas été suffisamment comprise. On ne connaît pas les risques à distance du coronavirus, même chez les jeunes qui font des formes peu symptomatiques. Bon, ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément qui est encore plus important, c'est de bien informer les jeunes que s'ils ont des comportements à risque, ce qui doit être évité, premièrement, ils doivent pas avoir ces comportements à risque à l'intérieur de notre université. On est responsable de ça à l'intérieur de notre université. Mais s'ils ont un comportement à risque à l'extérieur de l'université, encore une fois, ce qui n'est pas bien, mais on le sait bien, c'est des jeunes, ils vivent, on ne peut pas les empêcher de vivre, eh bien, il faut leur expliquer qu'à ce moment-là, quand ils rentrent chez eux, c'est là qu'ils vont contaminer leurs parents et leurs grands-parents. Et la contamination intergénérationnelle, c'est la contamination préférentielle aujourd'hui que l'on peut voir dans nos hôpitaux. Donc, ça veut dire que nous, on n'a pas été suffisamment en position de faire de l'information aux jeunes pour leur expliquer un petit peu tout ça. Et puis, évidemment, on n'a pas été suffisamment actif, proactif sur le plan de retour à une activité quasi normale avec du présentiel parce que ça doit être le plus important. Alors, il faut mélanger le présentiel et le distanciel de façon raisonnable. Voilà. Après, en fonction du nombre de salles que l'on a, de l'organisation architecturale de notre établissement, etc., etc. Et c'est peut-être aussi ça le problème, c'est qu'on manque de locaux, de Mais manière c'est sûr. déjà en temps normal, peut-être à l'université. Alors, oui et non. On Enfin, ça manque. dépend peut-être de quel UFR on parle. Voilà, c'est ça. C'est très variable d'une UFR à l'autre, mais vous savez qu'on a quand même construit la citadelle aujourd'hui, mais qu'on a conservé tous les autres locaux. Il faut bien le savoir aujourd'hui. Donc, non seulement on a des locaux, mais en plus, le ministère veut nous en reprendre un certain nombre, puisque en termes de surface, on a trop de surface créée par rapport aux surfaces rendues. Donc, je pense qu'à terme, même si je ferai tout pour essayer de conserver le plus de bâtiments possible pour notre université, le ministère voudra que nous rendions un certain nombre de bâtiments. Je pense par exemple à Saint-Charles, qui, lorsque Saint-Charles sera vidé, sera peut-être repris par le ministère. Voilà. Mais néanmoins, je pense qu'on a quand même les structures suffisantes dans notre université et qu'il fallait aller voir ailleurs, hein, effectivement, pour essayer de nous aider en période Covid. Alors, et il y a un point sur lequel vous avez insisté, et je suis tout à fait d'accord, c'est qu'on ne peut pas mélanger ce qui se passe dans les différentes UFR. Il y a des UFR où finalement on a suffisamment de place, hein, pas trop de place, mais suffisamment de place. Et il y a des UFR avec des effectifs d'étudiants qui sont complètement, voilà, il y a certains, par exemple, certains départements à l'IUT, et Émeric ou Pascal pourront me le confirmer, qui sont complètement en surcharge. Et voilà, et là, on aurait besoin de bâtiments supplémentaires, c'est sûr. Alors, par rapport à l'IUT, juste, si vous me permettez, juste un tout petit instant, vous avez évoqué les caméras. Par rapport à ça, il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, c'est que sur les caméras qui ont été annoncées en fait, par l'université en début de mois, en fait, 78 étaient à l'IUT. Et ils ont été commandés, en fait, comme c'est un institut, ça a été fait de manière indépendante de la présidence de l'université. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de rendre hommage au directeur de l'IUT qui a été très proactif et force de proposition aussi. Excuse-moi pour être précis, c'est-à-dire que les 80 caméras dont on nous a parlé sur les 150 commandées sont installées à l'IUT, c'est ça? Elles sont arrivées à l'IUT, elles sont presque toutes installées, mais en fait, ce sont les caméras de l'IUT d'Amiens. Oui. D'accord, donc ça veut dire que sur les autres UFR, les autres locaux, il n'y a pas plus de caméras pour le moment, quoi. Enfin, pas substantiellement, quoi. Alors, on ne peut pas non plus, voilà, elles sont en train d'arriver. Voilà, il ne faut pas non plus être complètement pessimiste ou négativiste sur le sujet. Je pense qu'elles sont en train d'arriver, mais ce qu'on reproche quand même, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Voilà, tout ça aurait dû être organisé bien en amont et les caméras auraient dû être installées, prêtes, vérifiées en tout début d'enseignement. Et c'est ça le vrai problème. Je sais que par exemple à l'UFR de médecine, hein, pour en avoir discuté avec le doyen, que dès le mois de mai-juin, il avait été demandé que l'on en puisse acheter, avoir l'indépendance d'acheter les caméras et l'université n'a pas laissé
les UFR à acheter leurs propres caméras, ce qui aurait donné de la flexibilité. Et ça rentre beaucoup aussi, moi, dans ma réflexion de cette décentralisation. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux structures, aux UFR. Elles ne vont pas acheter des caméras pour se faire plaisir, elles vont acheter des caméras parce qu'on en a besoin. D'accord. Ok, très bien. D'autres questions des collègues qui sont présents ou d'autres commentaires? Allez-y, monsieur Rivalin, si vous voulez Bon, allez, je continue. compléter. Oui, continuez, là, vous êtes J'abuse. de plus actif. L'université, elle a acheté 400 ordinateurs, je crois, 400 clés 4G. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il faudra aller plus loin, peut-être, pour les étudiants? Je crois, et il y a une banque de prêts aussi qui a été mise en place pour les enseignants en informatique. Ça aussi, est-ce que, voilà, on va plus loin là-dessus? C'est bien, c'est déjà pas mal, c'est pas Ah assez? oui, moi je crois que c'est très bien, hein. Comme je vous dis, il ne faut pas critiquer les bonnes initiatives. On n'est pas là pour ça. On est là pour essayer, au contraire, de voir dans le futur comment essayer de faire mieux et pas de dire obligatoirement que ce qui était derrière nous n'est pas bien. Voilà, il faut faire un constat. Et à partir de ce constat, essayer d'avancer. Ce constat, c'est de voir qu'effectivement, il y a eu un achat d'ordinateur qui était une nécessité à mon sens, hein. La précarité informatique, ça existe, hein. Il y a de très nombreux étudiants qui n'ont pas les moyens de s'acheter un ordinateur, voire d'avoir un accès Wi-Fi. Et donc, je crois que c'est un élément extrêmement important, y compris pour les enseignants, parce que de très nombreux enseignants ont évidemment utilisé leur matériel personnel, voire ont été obligés de payer eux-mêmes certains abonnements pour pouvoir faire les cours à distance. Ça aussi, l'université se doit d'aider à la fois les enseignants et les étudiants pour une continuité pédagogique. Donc, ce qui a été fait, c'est bien. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin. Il faut qu'on soit attentif, il faut qu'on soit surtout vigilant vis-à-vis des étudiants et des enseignants qui sont en difficulté. Donc, encore une fois, ce que je disais dès le début, c'est à l'écoute. Voilà, à l'écoute et répondre aux demandes qui sont justifiées, hein, évidemment. Je pense qu'il faut être aussi très, très clair qu'il peut y avoir des abus et il faut justifier les demandes qu'on peut faire. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait, enfin c'est ce qu'a annoncé le président du JV, qu'il souhaitait aller vers du contrôle continu le plus possible? Voilà. Est-ce que c'est une bonne orientation? Alors, je vous dirais mon point de vue, peut-être les enseignants qui sont tous les jours autres qu'ici en santé, là, Sylvie, oui, Sylvie en santé, mais Hélène peut-être. Ce qui est intéressant, c'est quand même le mixage des types d'évaluation. Parce que alors le contrôle continu, c'est effectivement une très bonne chose pour vérifier l'acquisition d'un certain nombre de connaissances. Mais en général, ça empêche quand même de poser des sujets vraiment de réflexion. Et l'évaluation par examen terminal permet d'avoir vraiment des sujets peut-être plus complets, plus basés sur la réflexion. La combinaison me paraît intéressante. Le contrôle continu peut permettre aussi des petits travaux personnels intermédiaires, des choses comme ça. C'est vrai qu'on a un peu tous nos façons un peu différentes de fonctionner, mais le mélange des deux me paraît très adapté. L'un des arguments qui était avancé, c'est de dire que ça permettait aussi de gagner du temps en fait dans l'année, parce que c'est aussi très chronophage d'organiser des examens et que donc voilà, ça permettait de gagner quelques semaines d'enseignement dans l'année. De gagner, alors du point de vue du calendrier, oui, mais après, le temps que l'on prend sur les contrôles continus, c'est du temps qu'on prend sur les heures d'enseignement. Et finalement, est-ce que vraiment on y gagne? J'en suis pas certaine. Alors, vous avez compris qu'on n'est pas contre, hein. On est pour, en fait, on est pour une mixité à la fois pédagogique, hein, c'est-à-dire de mélanger les cours traditionnels à des cours avec des innovations pédagogiques, comme des travaux en groupe, comme des travaux à distance, des travaux dirigés. Enfin voilà, une mixité vraiment pédagogique, mais aussi une mixité docimologique, hein, donc de mélanger du contrôle continu qui semble important et intéressant aussi, hein. Je crois que ça apporte aussi
quelque chose, ce contrôle continu. Et garder quand même un examen terminal, comme l'a dit Hélène, moi, ça me semble important. Il faut pas laisser les balanciers, vous savez, en raison d'une crise sanitaire, aller complètement d'un côté ou de l'autre. Je pense que les deux méthodologies docimologiques sont importantes pour juger des acquis des étudiants. Très bien. Bon, est-ce que vous avez épuisé vos questions? Non, N'hésitez j'en ai pas. encore une, moi. Ah bah Allez-y. allez-y. Mais je crois que je vous l'avais déjà posé, mais bon, allez, on va se rapprocher de l'élection. Est-ce que vous pousserez pour qu'il y ait un rue à la Citadelle? Alors, la réponse est 3 fois, 4 fois, 10 fois, 50 fois oui. Moi, je trouve absolument scandaleux. Alors, juste dire que pendant la dernière année du mandat, de mon mandat de vice-président, j'ai été en charge du bâtimentaire. J'ai donc tout fait à ce moment-là pour essayer de convaincre le Crous de mettre en place enfin le Crous et les collectivités locales de mettre Oui. en place deux choses, c'est-à-dire ce qui était de la restauration et ce qui était du parking. Parce qu'on avait deux gros problèmes. Oui, c'était voilà. un double, ouais, ensemble. Voilà, c'est ces deux problèmes qui existent encore aujourd'hui. Deux faiblesses de la citadelle, qui n'ont pas été résolues aujourd'hui, puisqu'on n'a toujours pas réussi à finir de convaincre le Crous pour avoir une restauration correcte. Et en tout cas, on n'a pas trouvé non plus d'autres solutions, sauf de mettre un certain nombre de fours à micro-ondes, ce qui est très bien là aussi. Il ne faut pas critiquer. Non, mais il ne faut pas non plus critiquer des choses qui ont été faites et qui peuvent être bien. Mais quand il y a 6 fours à micro-ondes pour 300 étudiants, moi, pour avoir des enfants qui y vont, c'est pas possible. Quoi. La vie, voilà, de s'asseoir par terre pour manger le midi, je trouve que voilà, c'est pas non plus une façon de faire. Donc moi, je me battrai, mais vraiment dès le début, pour améliorer la restauration dans notre université. Il y a d'autres endroits où il y a des difficultés sur la restauration. Je pense à Saint-Quentin. Saint-Quentin, aujourd'hui, ils n'ont pas de restauration. Donc je pense qu'il faudra bien réfléchir à améliorer cette restauration, à la fois sur le site de la Citadelle, mais dans les autres sites où ils sont en difficulté, où on est en difficulté, et en particulier à Saint-Quentin. Voilà. Et puis, moi, je reviendrai sur la réflexion du parking, quand même, là, pour être parfaitement honnête. Ok. J'ai vu qu'il y avait pour le conseil d'administration, là, en fait, il y a 3 listes. Alors, il y a 3 listes. Donc, il y a la liste de Mohamed Ben Lassen, il y a la liste de Catherine Sarrazin et il y a notre liste. C'est les 3 listes qui sont en lice pour les élections. Donc, Catherine Sarrazin est plus sur tout ce qui est chimie verte, biologie. Donc, elle, je ne sais pas si vous le savez, mais elle est responsable d'une unité CNRS, alors qui est à cheval entre l'UPJV et l'UTC. Donc sa vision est peut-être intéressante aussi parce que dans le cadre du rapprochement entre l'UPJV et l'UTC, je pense que ça peut être un élément important si elle est au conseil d'administration. Oui. D'accord. Et voilà, en termes de pronostic, ça peut donner quoi alors d'être à 3 listes? Moi, je ne sais pas si c'est courant d'ailleurs. Non, ça n'a pas été très courant. Il y en a eu, mais ça n'a pas été très courant d'avoir 3 listes. Il faut savoir qu'il y a un index électoral, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir un siège, par exemple, de professeur au sein du conseil d'administration, je crois qu'il faut 40 ou 50 voix de professeurs. Voilà, parce que comme il y a environ 250 ou 300 profs, sachant qu'il y a 8 postes, vous faites la division de 300 par 8 postes, et donc ça vous donne à peu près le nombre de sièges nécessaires pour pouvoir, enfin le nombre de voix nécessaires pour pouvoir avoir un siège. Donc les pronostics, c'est qu'on va gagner, quoi. C'est simple. Bien entendu. Sur les modalités du vote, je n'ai pas tout regardé en détail. Il y a, voilà. Alors, non, est-ce qu'il y a quelque chose à en dire? Je ne sais pas, c'est classique. Ça va. Peut-être juste rappeler les choses parce que c'est toujours un peu compliqué, puisque en fait, il y a 8 sièges des professeurs, 8 sièges des maîtres de conférences, 6 sièges pour les BIATS et 6 sièges pour les étudiants. On se retrouve donc à 28, si je ne dis pas de bêtises. Ce conseil d'administration, qui est un conseil élu, se rajoutent 4 personnalités extérieures qui, de droit,
participent, c'est-à-dire les grands organismes. Hélas, aujourd'hui, c'est ni le CNRS ni l'INSERM qui a ce siège-là, mais c'est l'INERIS, même si j'apprécie l'INERIS. Je pense que c'est dommage de s'être coupé du CNRS et de l'INSERM. En tout cas, bon, il y a un poste qui est pour l'INERIS, il y a un poste pour la métropole, il y a un siège pour le conseil régional et un siège pour la métropole et la ville de Saint-Quentin. Donc, ce qui porte à 32 personnalités, donc 4 personnalités extérieures plus 28 élus, auxquels vont se rajouter pour l'élection définitive du président d'université le 1er décembre, 4 autres personnalités qui seront élues par les précédents sur un conseil d'administration qui aura lieu le 26 novembre. Et là, c'est des personnalités extérieures, un chef d'établissement, un syndicaliste. Alors après, je ne sais plus très bien les 4. Enfin, il y a 4 personnalités de la vie civile qui vont être élues et qui participeront le 1er décembre à 36, donc, à l'élection du président de l'université. Alors, c'est vraiment des élections complexes quand même. Oui, c'est pas simple. Hein. C'est parmi les plus complexes que je connais. Alors, en fait, ma question n'était pas trop là-dessus, c'était sur la façon de voter. Oui, la façon de voter. Oui, je ne sais pas comment ça va se faire. Alors, oui, alors, alors la façon de voter. On est en période encore de crise épidémique. Alors, est-ce que oui, alors, s'adapter alors la décision qui a été prise, c'est que pour ce qui est du personnel au sens large du terme de l'UPJV, les votes auront lieu le 13 octobre dans les différents points de vote, bureaux de vote, en présentiel. Présentiel. Voilà. Alors, d'un système de procuration simplifié a été mis en place néanmoins, ce qui va permettre quand même de pouvoir que nos collègues qui ne peuvent pas être présents puissent quand même participer à l'élection. Moi, ce que je regrette vraiment, puisqu'on a eu le décret d'application qui est tombé il y a quelques jours, je regrette qu'on n'ait pas mis le vote informatique pour le personnel, ce qui, à mon avis, était tout à fait faisable de façon pragmatique. Voilà. C'est une décision locale ou nationale? Alors, la décision nationale, c'est de permettre le vote à distance. D'accord. La décision locale, ça a été de dire qu'il y aurait un vote présentiel pour le personnel. Par contre, pour les étudiants, le 17 novembre, ça sera un vote à distance. D'accord. OK. Voilà sur les modalités de vote. OK, très bien. Pour ma part, c'est bon, j'ai largement ce qu'il faut. Monsieur Rivala, merci beaucoup. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir. Hélène, il y a quelqu'un peut-être qui a envie d'intervenir? Non, je ne crois pas. Moi, j'ai pas l'impression. Je peux désactiver les micros. Non, mais c'est pas. Je pense que celui qui aura envie. Si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez faire un petit coup de pouce aussi. Et à ce moment-là, je peux lancer la demande de réactivation de micro. Je vois rien. Bon, on voit rien, donc on va terminer ce point presse en remerciant tout le monde d'y avoir participé, en particulier Monsieur Rivalin qui a été particulièrement actif dans ces questions, perfide comme d'habitude. Pertinent, pardon. Mais j'allais faire la rectification parce que c'est ce que j'avais dit la dernière fois lorsqu'on avait fait et vous aviez fait la même rectification. Effectivement, c'était pertinente. Non, c'était un petit trait d'humour, évidemment. Vous l'aviez compris. Donc, nous enverrons à tous les journalistes les 10 points dont on a parlé et le programme simplifié qu'on vous avait déjà distribué en mars, mais qu'on vous renverra par mail dès aujourd'hui. Voilà, merci à tous de votre participation et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.